mon ex-femme est devenue banquière d'investissement et m'a humilié devant tout le monde juste parce que je lui avais demandé d'investir 170 $. Elle a ricané. On ne sert pas les pauvres ici. Quelques minutes plus tard, j'ai retiré mon portefeuille de 8,5 milliards de dollars et la banque a gelé. Je m'appelle Reed Lawson et laissez-moi vous raconter le jour où je suis entré à la Soul & Trust Investment Bank avec rien d'autre qu'un billet de 20 $ froissé dans mon portefeuille et un rêve qui allait se transformer en leur pire cauchemar. Je ne cherchais pas les ennuis ce mardi matin. Bon sang, j'essayais juste de faire quelque chose de bien, pour une fois dans ma vie. Vous savez ce que c'est quand on trouve quelque chose en quoi on croit vraiment. C'est rare de nos jours, surtout dans cette ville perdue où tout le monde se bouscule et où tout le monde se soucie de tout sauf de son prochain salaire. La start-up s'appelait Greenleaf Solutions. Un gamin de Brooklyn qui avait trouvé comment transformer des restes de nourriture en emballage biodégradable. Ce petit malin me rappelait moi-même il y a 20 ans, quand je pensais encore que le monde me devait quelque chose. Bref, je suivais leur progrès depuis des mois, les regardant se frayer un chemin prototype après prototype, vivant de nouilles ramen et d'espoir. Ils avaient besoin d'investisseurs, et j'avais exactement 170 $ qui me consumaient le compte courant. Pas grand-chose, mais bon, tout chêne géant a commencé comme un gland, non? Et voilà, j'étais là, à franchir ces ridicules portes vitrées qui coûtaient probablement plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Portant mon jean préféré, celui avec le trou près du genou gauche dont mon ex-femme me harcelait toujours. Et un sweat à capuche gris uni que j'avais déniché chez Target. Pas de costume chic, pas de serviette en cuir, pas de bande de béni oui-oui me suivant comme un magnate de Wall Street. Juste moi. Reed Lawson, un type ordinaire aux mains calleuses et à l'obstination de tous les instants. Le hall était tout en marbre et chrome. Le genre d'endroit conçu pour vous faire sentir petit avant même d'ouvrir la bouche. Des hommes d'affaires en costume de 1001 défilaient comme des requins en vêtements de marque. Téléphone collé aux oreilles, aboyant des ordres d'acquisition et de LBO. Toute la scène riait de l'argent de la vieille école et de l'arrogance moderne. J'ai failli me retourner, dire « oublie ça » et retourner à ma Honda Civic déglinguée garée à 3 pâtés de maison, car je n'allais pas payer 20 $ pour un service de voiturier. Mais je ne l'ai pas fait. Quelque chose en moi, peut-être de l'entêtement ou peut-être un espoir sincère, me poussait à avancer vers le comptoir du service client. La femme derrière le bureau en marbre tapait sur son ordinateur, sans prendre la peine de lever les yeux, même si j'étais là depuis une bonne minute. Quelle courtoisie professionnelle, mon cul. Finalement, elle a levé la tête. Et c'est là que mon monde a basculé comme un tourne-disque dont l'aiguille est tordue. Mera Glenmott, mon ex-femme, la femme qui avait quitté notre appartement 5 ans plus tôt avec la moitié de nos meubles, la plupart de nos économies et toute ma confiance en la décence humaine. Elle portait un tailleur pantalon qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en un mois, quand nous étions mariés. Ses cheveux au burn étaient tirés en arrière en ce chignon strict qu'elle arborait toujours pour intimider quelqu'un. Les années avaient été clémentes avec elle. Elle avait l'air soignée, accomplie, comme si elle sortait tout droit d'un article de Forbes sur les femmes qui brisent le plafond de verre. Pendant une fraction de seconde, aucun de nous deux ne dit un mot. Je vis la reconnaissance se dessiner dans ses yeux verts, suivi rapidement par quelque chose qui ressemblait étrangement à du dégoût. Ni de la surprise, ni de la gêne, du dégoût pur et dur, comme si elle venait de mettre le pied dans quelque chose de désagréable. « Tiens, tiens », dit-elle d'une voix portant ce même ton condescendant que je me souvenais de nos pires disputes. « Reed Lawson, qu'est-ce qui te ramène à la civilisation ?» Je m'éclaircis la gorge, déterminé à rester professionnel. J'aimerais faire un investissement. Une petite somme, mais c'est pour la bonne cause. Il y a cette start-up d'énergie verte. C'est laquelle s'est mise à rire. Pas un petit rire poli ni même un rire surpris, mais un rire franc qui a percé l'atmosphère feutrée du hall comme une alarme incendie. Les têtes se sont tournées. Les conversations ont été interrompues. Même l'agent de sécurité près de l'ascenseur a regardé pour voir ce qui était si drôle. Un investissement, a-t-elle dit assez fort pour que la moitié de l'étage l'entende. Vous voulez faire un investissement? De combien parlons-nous, Reed? Votre argent de poche. Mon visage était en feu, mais j'ai gardé une voix ferme. 170 $. Les rires ont redoublé. Deux jeunes cadres assis à une table voisine ont ricané, chuchotant entre derrière leurs mains comme des lycéens qui regardent quelqu'un se faire écraser à la cafétéria. Mera s'est levée de sa chaise, lissant sa jupe avec une précision théâtrale. Mesdames et messieurs, a-t-elle annoncé à tous ceux qui pouvaient l'entendre,
nous avons un flambeur. Reed Lawson veut investir sa petite monnaie dans notre institution. De nouveaux rires ont résonné dans le hall. Une caméra de sécurité dans un coin semblait me fixer comme un œil mécanique, enregistrant chaque seconde humiliante. Puis vinrent les mots qui allaient tout changer. On ne sert pas de pauvres mendiants ici. La pièce fut plongée dans un silence de mort. Pas le calme douillet d'une bibliothèque ni le silence concentré des gens qui travaillent, mais le genre de silence qui règne juste avant une tempête, quand même les oiseaux cessent de chanter, car ils savent que quelque chose de grave se prépare. Je suis resté là ce qui m'a semblé une éternité, sentant des dizaines de regards me scruter, guettant la réaction du mendiant s'il était remis à sa place. Une partie de moi voulait argumenter, me défendre, expliquer que je n'étais pas un sans-abri errant dans la rue en quête d'une aide. Une autre partie voulait m'éclipser furtivement, disparaître dans la foule sur le trottoir et faire comme si rien ne s'était passé. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose qui a probablement surpris tout le monde dans le hall, moi y compris. J'ai souri. Pas un sourire amer et sarcastique, ni une tentative blessée de sauver la face, mais un sourire sincère, presque paisible. J'ai hoché la tête à Mera comme si elle venait de me raconter une anecdote intéressante sur la météo, et je me suis tourné vers la sortie. Mais en m'éloignant, mon esprit travaillait déjà, calculait déjà, planifiait déjà, car Mera Glenmont venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie professionnelle et elle n'avait absolument aucune idée de ce qui allait arriver. Les portes vitrées se sont refermées derrière moi dans un léger sifflement, et j'ai replongé dans le monde réel où les gens ordinaires conduisaient des voitures ordinaires et s'inquiétaient de problèmes ordinaires. Mais je n'étais plus une personne ordinaire, et ce depuis très longtemps. Je les ai tous laissés croire que je l'étais. Personne dans ce luxueux palais de marbre ne savait vraiment à qui il avait affaire. Et honnêtement, c'est exactement comme ça que je l'avais planifié ces 5 dernières années. Voyez-vous, quand on a été aussi gravement brûlé que moi, on apprend à garder ses cartes pour soi. Tellement près que même son propre reflet ne sait pas ce qu'on a en main. Tout ce bordel a commencé juste après que Mera a quitté notre mariage. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. En rentrant de mon chantier, j'ai trouvé la moitié de l'appartement vidé et un mot sur le comptoir de la cuisine qui aurait tout aussi bien pu être écrit à l'encre empoisonnée. Lis. Il disait, je ne peux plus perdre mon temps à attendre que tu deviennes quelqu'un. N'essaie pas de me retrouver. Vraiment classe, non? Elle avait même pris la cafetière, ce qui, honnêtement, a fait plus mal que de la perdre à ce moment-là. Mais le truc avec le fond, c'est que ça donne des fondations solides sur lesquelles construire. 3 semaines après sa séparation, j'ai reçu l'appel qui a tout changé. L'avocat de mon grand-père, un vieux de la vieille du nom de Patterson, qui portait des nœuds papillons et utilisait encore un téléphone à cadran, m'a dit que j'avais hérité de quelque chose du vieux. Grand-père Joe avait toujours été le mystère de la famille, le type qui travaillait de nuit au garde-manger, mais qui avait réussi à envoyer 3 enfants à l'université et à acheter une maison au bord du lac. Il s'est avéré que ce n'était pas tout ce qu'il avait réussi à faire. Ton grand-père était un sacré investisseur, avait dit Patterson en glissant sur son bureau un dossier en papier craft qui semblait peser environ 4,5 kg. Il avait laissé des instructions précises stipulant que cet héritage resterait confidentiel jusqu'à tes 35 ans. Félicitations, mon fils. Tu viens de devenir un homme très riche. Riche n'était même pas le mot. Grand-père Joe avait passé 40 ans à acheter discrètement de petites parcelles de terrain, à investir dans de minuscules entreprises auxquelles personne ne croyait et à réinvestir chaque centime de profit dans la prochaine opportunité. À sa mort, son portefeuille valait un peu plus de 3 millions de dollars. Pas l'argent d'un milliardaire, certes, mais suffisamment pour faire réfléchir un homme à 2 fois avant de faire un geste. La plupart des gens auraient acheté une voiture de luxe ou un plus grand appartement, auraient peut-être fait un voyage en Europe ou auraient organisé une fête. Moi, j'ai complètement disparu. J'ai dit à tout le monde que j'allais me trouver, peut-être voyager à travers le pays, trouver ce que je voulais faire de ma vie. Le classique de la crise de la quarantaine post-divorce que personne ne remettait en question. Au lieu de cela, j'ai passé 6 mois enfermé dans un studio d'une chambre au-dessus d'un restaurant chinois du Queens, à lire tout ce qui me tombait sous la main sur la finance, les stratégies d'investissement et les structures d'entreprise. J'ai dévoré des livres sur Warren Buffett, Ray Dalio et toutes les légendes de l'investissement qui avaient gagné $1 en bourse. J'ai étudié les sociétés écrans, les sociétés de capital investissement et les lois bancaires offshore jusqu'à en avoir le sang aux yeux. Plus important encore, j'ai appris à rester invisible tout en réalisant des opérations très visibles dans le monde financier. C'est à ce moment-là que K. Ramil est né. Ça a l'air sophistiqué, non?
Comme un aristocrate européen ou peut-être un mystérieux milliardaire tout droit sorti d'un roman d'espionnage. En réalité, ce n'est que mon deuxième prénom. Kendrick et le nom de jeune fille de ma grand-mère ont été inversés. Simple, mais efficace. Car Ramil est devenu l'égérie de RedBridge Equity, une société d'investissement privé spécialisée dans la recherche de diamants bruts. Pendant que Mera gravissait les échelons chez Solent Trust, en flattant les clients et en jouant à la politique de bureau, je construisais tranquillement un empire. Il a commencé modestement, puis a racheté une entreprise technologique en difficulté qui développait une meilleure technologie de batterie. Lorsque Tesla a commencé à décoller, devinez qui avait un contrat d'approvisionnement bloqué? Il s'est ensuite lancé dans les énergies renouvelables, puis dans les startups pharmaceutiques, puis dans la promotion immobilière et sur des marchés que tout le monde ignorait. Le plus beau dans le fait d'être Ramil, c'est que personne ne l'a relié à Reed Lawson, l'ouvrier du bâtiment de Brooklyn dont la femme l'avait quitté parce qu'il était un perdant. Reed Lawson conduisait une Honda cabossée et vivait dans un studio. Ramil possédait un portefeuille valant des milliards et recevait des demandes de rendez-vous de la part de PDG du Fortune 500. Mais voici le véritable casse-tête, celui qui aurait fait exploser Mira si elle avait su que la moitié de l'énorme portefeuille de KRM était géré par nul autre que Solent Trust Investment Bank. Grâce à un réseau de dépositaires tiers et de sociétés écrans, RedBridge Equity était discrètement devenu l'un de leurs plus gros clients. Chaque mois, Sol Trust percevait des frais de gestion sur des investissements qui appartenaient finalement à celui-là même qu'il venait de traiter de mendiant. Je les observais depuis l'ombre publier leurs rapports trimestriels, vantant leurs actifs sous gestion, leurs performances exceptionnelles et leurs relations clients exclusives. Ils organisaient des fêtes pour célébrer leur succès, donnaient des interviews sur leurs prouesses en matière d'investissement, et pendant tout ce temps, ils dansaient sur la musique d'un fantôme dont ils ignoraient l'existence. L'ironie était si flagrante qu'elle aurait pu être tranchée au couteau. Mera avait passé des années à gravir les échelons jusqu'au poste de vice-présidente principale, gérant des comptes valant des centaines de millions, nouant des relations avec des personnes fortunées, et elle n'avait jamais réalisé que son plus gros client était celui-là même qu'elle avait considéré comme sans valeur. Dans chaque relevé trimestriel qui lui parvenait, chaque revue de portefeuille qu'elle effectuait, chaque réunion client à laquelle elle assistait, il y avait quelque part dans tout cela de l'argent qui remontait à Reed Lawson. L'échec qu'elle avait épousé et divorcé. L'ouvrier du bâtiment qui n'avait pas les moyens de l'emmener dans de bons restaurants finançait désormais. Les primes qui lui avaient permis de s'acheter des costumes de créateur. Ce n'était pas une question de vengeance. Pas vraiment. Il s'agissait de construire quelque chose de concret pendant que tout le monde jouait à faire semblant. Tandis qu'ils étaient impressionnés par les titres et les bureaux d'angle, je créais de la valeur, de la richesse, du pouvoir. Le genre de pouvoir qui n'a pas besoin d'une plaque sur une porte ni d'une place de parking réservée. Mais assis sur ce banc devant Solent Trust, à regarder le rire de Mira résonner à travers ses parois vitrées, je réalise quelque chose d'important. Parfois, le coup le plus puissant n'est pas celui que personne ne voit venir. Parfois, c'est celui qui rappelle à chacun à qui on a affaire. Le banc devant Solent Trust était l'un de ces beaux ouvrages en fer forgé que la ville installe pour donner une allure élégante au centre-ville, mais il aurait tout aussi bien pu servir de trône pour ce que j'allais faire. Je suis resté assis là pendant une trentaine de secondes, à regarder les costumes défiler sur le trottoir. Tous trop occupés à consulter leur téléphone pour remarquer l'homme en jean qui s'apprêtait à faire tomber l'une des plus grandes banques d'investissement de l'État. Le plus drôle avec le pouvoir, le vrai pouvoir, pas celui qui s'accompagne d'un bureau d'angle et d'une secrétaire, c'est qu'il est le plus silencieux juste avant de faire le plus de bruit. J'ai sorti mon téléphone, un vieil iPhone que j'avais depuis 3 ans, parce que bon, s'il n'est pas cassé, pourquoi le réparer? L'ironie du sort ne m'a pas échappé, j'allais transférer plus d'argent avec ce vieux gadget que la plupart des gens n'envoient en une vie. Le numéro d'Ida Marino était le 3e sur ma liste de favoris, juste après ma pizzeria et mon coiffeur. Ça en dit long sur mes priorités. Ida était ma conseillère juridique depuis 4 ans. Depuis, j'avais besoin de quelqu'un d'assez perspicace pour gérer le réseau de plus en plus complexe de sociétés écrans et de véhicules d'investissement qui composaient l'empire Caril. C'était un bulldog en tailleur Chanel. Le genre d'avocate capable de trouver des failles dans un cercle vicieux et de faire pleurer les conseillers municipaux adverses. Le téléphone a sonné 2 fois avant que sa voix rauque ne se fasse entendre. Reed, c'est inattendu. Tu n'es pas censé faire profil bas aujourd'hui? Changement de plan, ai-je dit en regardant un vendeur de hot-dog installer sa carte pour traverser la rue. C'est incroyable comme la vie normale continue comme ça. Même si vous êtes sur le point de larguer une bombe nucléaire financière,
j'ai besoin que vous procédiez au retrait total des actifs de Solène Trust. Il y eut un silence avec Ida. Les silences signifiaient qu'elle avait déjà 3 coups d'avance. Calculant les angles et les conséquences comme un grand maître d'échecs. Définition de la lecture complète. Les 8,5 milliards. Chaque centime que RedBridge a immobilisé dans ses véhicules d'investissement, ses fonds gérés, ses comptes de dépôt, tout. Je veux que tout soit parti avant la fermeture des bureaux aujourd'hui. Encore un silence de plus cette fois. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête. Ça va faire de sérieux remous. Solène Trust n'a probablement pas autant de liquidités en réserve. Ils devront commencer à vendre des positions, à demander des faveurs, peut-être même à solliciter d'autres banques pour des prêts d'urgence. Bien. J'ai dit, et je le pensais. Qu'il se démène. Que s'est-il passé là-dedans, Reed? Ça ne te ressemble pas. D'habitude, tu es monsieur patience, monsieur stratégie à long terme. Ça sent. Elle chercha le mot juste, personnel. J'ai levé les yeux vers la tour de verre qui se dressait au-dessus de moi. Quelque part là-haut, derrière ses vitres teintées, Mera riait probablement encore avec ses collègues du mendiant qui voulait investir son argent de poche. C'est personnel, mais c'est aussi professionnel. Mauvais business d'insulter ses clients, même les plus petits, surtout quand on ne sait pas à qui on a vraiment affaire. D'accord, dit Ida, et j'entendais des papiers se bousculer en arrière-plan. Je vais commencer par les comptes offshore. Ce seront les plus faciles à gérer sans déclencher de signaux d'alarme immédiats. Ensuite, je m'attaquerai aux portefeuilles nationaux. Ce sera comme tirer la dernière carte d'un château de cartes. Vous vous en rendez compte, n'est-ce pas? C'est l'idée. Et quand ils commenceront à poser des questions, car ils le feront probablement dans l'heure. Le service de gestion des risques de Solène Trust n'est pas stupide. Ils sauront que quelque chose se trame lorsque leur plus gros client fantôme disparaîtra soudainement. Je me suis levé du banc, m'étirant les jambes et regardant un pigeon picorer un bagel abandonné. C'est incroyable comme la vie était simple quand on était un pigeon. Voir de la nourriture, manger de la nourriture, s'envoler. Pas de plan de vengeance compliqué ni de coup d'échec à plusieurs milliards. Dis-leur la vérité. Dis-leur que c'est Reed Lawson qui a demandé le retrait. Reed Lawson, Packard Remal. Reed Lawson, l'ouvrier du bâtiment, l'échec, le mendiant. J'ai commencé à marcher vers ma voiture, chaque pas me semblant plus léger que le précédent. Je veux qu'ils sachent exactement qui vient de leur couper l'herbe sous le pied. Seigneur, Reed, qu'est-ce qu'ils t'ont fait là-dedans? Je me suis arrêté, me souvenant du rire de Mira, de la façon dont il avait transpercé le hall comme un couteau. Ils m'ont rappelé pourquoi j'avais quitté ce monde et pourquoi j'en avais construit un meilleur sans eux. Bon, je m'en occupe. Mais Reed, tu dois comprendre ce que ça signifie. Une fois que j'aurai appuyé sur la gâchette, il n'y aura plus de retour en arrière. Solène Trust va être en pleine panique. Le cours de leurs actions va probablement s'effondrer quand la nouvelle se répandra. Des gens vont perdre leur emploi. Les comptes de retraite vont être durement touchés. Alors peut-être aurait-il dû y réfléchir avant de décider d'humilier quelqu'un qui essayait juste de faire une bonne action. D'accord. Je vais aussi prévenir le Conseil de régulation financière pour m'assurer que tout est en règle de notre côté. Si Solène Trust tente de geler les comptes ou dénonce une irrégularité, je veux que nous soyons à l'abri d'un point de vue juridique. Bonne idée. Combien de temps avant que le premier domino ne tombe? 20 minutes, peut-être 30. Je commencerai par les marchés européens. Ils sont encore ouverts et nous pouvons transférer environ 2 milliards via nos partenaires londoniens avant même que Solène Trust ne sache ce qui les a frappés. Ensuite, je passerai à l'Asie-Pacifique et, le temps que New York comprenne ce qui se passe, nous aurons retiré les portefeuilles nationaux. J'ai pris ma Honda et j'ai sorti les clés de ma poche. Il restait encore 40 minutes au parc-mètre, mais je sentais que je n'en aurais pas besoin. Fais-le, Reed. Pour ce que ça vaut, je crois qu'ils ont choisi le mauvais type à embêter. Ouais, dis-je en levant une dernière fois les yeux vers la tour de verre. Vraiment. J'ai raccroché et je suis resté assis dans ma voiture, moteur en marche, climatisation à fond, à regarder les piétons vaquer à leurs occupations habituelles du mardi après-midi. Dans une vingtaine de minutes, les ascenseurs de l'immeuble allaient se mettre à tourner beaucoup plus vite, transportant beaucoup plus de personnes paniquées que d'habitude. Les gestionnaires de risque ouvriraient des feuilles de calcul. Les chargés de clientèle appelleraient frénétiquement les clients.
Et quelque part dans ce labyrinthe de marbre et de chrome, Mera Glenmont allait apprendre que certaines blagues coûtent plus cher que d'autres. Le plus beau, c'est que je n'avais rien d'autre à faire. J'avais donné l'ordre, Ido l'exécuterait, et Gravity s'occuperait du reste. Parfois, les attaques les plus dévastatrices sont celles où l'on recule et laisse le système de l'ennemi s'effondrer sous le poids de ses erreurs. J'ai enclenché la marche avant et me suis éloigné du trottoir, laissant à mes confiances dans mon rétroviseur. Demain matin, il se souviendrait de ce jour comme celui où tout a basculé. Et il se souviendrait de Reed Lawson comme de l'homme qui a tout changé. À l'intérieur de la tour de verre de Solent Trust, le premier signe de difficulté fut un léger bip provenant de l'ordinateur de Martin Youn à 14h47 précise. Martin était responsable de la gestion des risques depuis 8 ans, suffisamment longtemps pour savoir que dans le monde de l'investissement, un léger bip signifiait généralement que des problèmes importants se profilaient à l'horizon, comme un train de marchandises au frein cassé. Il jeta un coup d'œil à son écran tout en finissant son sandwich à la dinde. Le même déjeuner ennuyeux qu'il mangeait depuis 10 ans parce que sa femme insistait pour que ce soit plus sain que la pizza qu'il voulait vraiment. L'alerte était routinière à première vue. Important mouvement de portefeuille. Marchés européens. Rien d'inhabituel. Les clients fortunés déplaçaient leur argent en permanence, surtout lorsqu'ils cherchaient à contrer les fluctuations monétaires ou à obtenir de meilleurs rendements sur les marchés étrangers. Mais un autre bip, puis un autre. En 5 minutes, son écran ressemblait à un sapin de Noël en pleine crise d'épilepsie. Les alertes se succédaient à une vitesse inimaginable. Compte de retrait de portefeuille 47 291. Avis de liquidation. Division de Londres. Protocole de transfert d'urgence. KREM Holdings. Le sandwich de Martin avait soudain un goût de carton. Ramil était leur baleine. Le mystérieux milliardaire dont les véhicules d'investissement représentaient près de 15% du total des actifs sous gestion de Solent Trust. Dans le monde bancaire, 15% peut paraître peu, mais lorsqu'on parle de milliards de dollars, 15% était la différence entre des bonus au champagne et des cartons remplis d'effets personnels. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, marmonna Martin, ses doigts volant sur le clavier tandis qu'il affichait les journaux de transactions détaillés. Les chiffres qui apparaissaient sur son écran lui donnèrent la nausée. 2 milliards de dollars venaient de disparaître de leurs portefeuilles européens. Ni déplacés, ni transférés, disparus, entièrement retirés par la société d'investissement de KREM, Redbridge Equity. Son téléphone se mit à sonner avant qu'il puisse pleinement comprendre ce qu'il voyait. L'identifiant de l'appelant indiquait le bureau de Londres. Urgent Martin, nous avons un problème. La voix de Sarah Chin, responsable des opérations européennes de Solent Trust, retentit. On aurait dit qu'elle avait couru un marathon en buvant un expresso. Redbridge vient de tout démanteler. Chaque position, chaque fonds géré, chaque compte de dépôt. Ils liquident l'intégralité de leur portefeuille européen. Combien, demanda Martin, même s'il savait déjà que la réponse lui donnerait envie de boire à 15 heures. 2,3 milliards. Ils nous ont donné les délais de préavis habituels, donc tout est légal. Mais bon sang, Martin, c'est comme regarder quelqu'un arracher les fondations d'un gratte-ciel. L'autre ligne de Martin se mit à clignoter, puis son téléphone portable. Puis le système d'alerte d'urgence, censé être réservé aux vraies urgences, et non au mardi après-midi où de mystérieux milliardaires décidaient de prendre leurs pieds et de rentrer chez eux. Sarah, je dois te rappeler. On dirait que Londres n'était qu'un avant-goût. Il raccrocha et décrocha le prochain appel. Youn, ici. Martin, ici Tokyo. Nous avons plusieurs comptes Redbridge en liquidation simultanée. Qu'avez-vous à dire? Avant que Martin puisse répondre, son ordinateur sonna à nouveau. Cette fois, ce n'était pas un léger bip. C'était l'alerte rouge furieuse qui annonçait que quelqu'un, quelque part, allait passer une très mauvaise journée. L'avertissement de liquidité des portefeuilles nationaux hurlait le message. Retrait estimé à 0,2 milliard. Exécution immédiate requise. Oh merde, chuchota Martin si fort que Jennifer de la conformité le regarda depuis son bureau en haussant les sourcils. Martin ne jurait jamais au travail. C'était lui qui disait, zut, en renversant du café sur sa cravate. Son téléphone de bureau sonna de nouveau. Cette fois, l'afficheur indiquait simplement, ligne directe du PDG. Martin. La voix était celle de James Thornton, PDG de Solent Trust, et on aurait dit un homme regardant son fonds de retraite s'évaporer en temps réel. Mon bureau maintenant est amené le responsable du contre-mal.
Monsieur, ce serait bien, techniquement, le compte est géré par nos services de garde tiers. Donc, peu m'importe qu'il soit géré par des singes de train. Trouvez qui sait quelque chose à ce sujet et faites-le venir ici. Des membres du conseil d'administration nous appellent pour demander pourquoi le cours de notre action vient de chuter de 12% en 20 minutes. La tension artérielle de Martin a grimpé en flèche. Si le cours de l'action était déjà en mouvement, cela signifiait que la nouvelle se répandait. Dans le monde financier, les rumeurs se propagent plus vite que de mauvais sushis dans une réception de mariage. J'y vais, monsieur. Il attrapa son ordinateur portable et se dirigea vers l'ascenseur en courant, son esprit ruminant les implications. Si RedBridge se retirait complètement, il devrait liquider des positions sur plusieurs marchés pour couvrir les retraits. Cela signifiait vendre des actions, des obligations, des matières premières, tout au prix qu'il pouvait obtenir. Lors d'une liquidation forcée, on ne pouvait pas attendre de bons prix. On prenait ce que le marché nous offrait en espérant avoir encore un emploi demain. Le trajet en ascenseur jusqu'à l'étage exécutif lui sembla durer environ 6 ans. Le téléphone de Martin vibrait de SMS de collègues, de traders et de gestionnaires de comptes, tous posant la même question fondamentale. Que diable se passe-t-il? Pendant ce temps, 3 étages plus bas, au service client, Mera Glenmont tenait la salle de pause, toujours aussi fière de sa performance artistique de tout à l'heure. Elle avait réuni un petit public de jeunes collaborateurs et les régalait avec une version exagérée de sa rencontre avec le mendiant pathétique qui voulait investir sa monnaie. Vous auriez dû voir sa tête, disait Mera en faisant de grands gestes avec sa tasse de café. Ce loser en jean miteux et sweat à capuche, qui demande à investir $170 comme un flambeur. Quel genre de personne débarque dans une banque d'investissement avec de l'argent pour le déjeuner? Son public ricanait comme il se doit, comme on le fait quand son patron raconte une histoire et qu'on veut garder son emploi. Personne ne mentionna que la plupart d'entre eux avaient créé leur propre portefeuille d'investissement avec des sommes à peine supérieures aux $170 de ride. Personne ne voulait être la prochaine cible des plaisanteries de Mera. Le meilleur moment, continua Mera, fut quand je lui ai dit qu'on ne servait pas les pauvres mendiants. On aurait dit une mouche volée dans le hall du théâtre. C'est alors que Martin Youn fit irruption dans la salle de pause, tel un homme aux cheveux en feu. Son ordinateur portable serré contre sa poitrine, le visage couleur de lait. Miroir, dit-il d'une voix crispée par une panique à peine maîtrisée. Qu'avez-vous fait à un certain Reed Lawson? Les rires s'éteignirent comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Mera cligna des yeux, sa tasse de café figée à moitié sur ses lèvres. Quoi, Reed Lawson? Plus tôt dans la journée, que lui avez-vous dit exactement? Le sourire confiant de Mera s'estompa. Ce n'est personne, Martin. Juste un inconnu venu errer dans la rue pour investir son argent de poche. Quoi? L'ordinateur portable de Martin sonna, une nouvelle alerte. Il jeta un coup d'œil à l'écran et vit sa carrière défiler devant ses yeux, car Reed Lawson est répertorié comme le contact principal de chaque compte associé à RedBridge Equity. Et RedBridge vient de retirer 8,5 milliards de dollars de notre banque. La salle de pause était suffisamment silencieuse pour qu'on entende le gargouillement de la machine à café dans un coin. Le visage de Mera passa de la confiance à la confusion, puis à la terreur absolue en 3 secondes chrono. C'est impossible, murmura-t-elle. Martin la regarda avec l'expression d'un homme observant le capitaine du Titanic insister, il n'y avait pas d'iceberg. Dites-le à notre cours de bourse. À midi, la salle de conférence, au 42e étage du Solent Trust, ressemblait à une salle de guerre dans les derniers jours d'une bataille perdue d'avance. La table en acajou, où se tenaient habituellement les discussions polies sur les projections trimestrielles et les stratégies de fidélisation des clients, était maintenant encombrée d'ordinateurs portables, de tablettes, de feuilles de calcul imprimées et de tasses à café vides en quantité suffisante pour s'enivrer. Les baies vitrées offraient une vue spectaculaire sur les toits de la ville, mais personne n'admirait le paysage ce jour-là. Mera était assise dans l'un de ces fauteuils en cuir qui coûtaient probablement plus cher que la plupart des voitures, mais elle aurait aussi bien pu être assise sur un lit de clous. Ses cheveux parfaitement coiffés commençaient à montrer des signes de stress. Quelques mèches s'étaient échappées de son chignon professionnel, et elle les retenait sans cesse derrière son oreille, d'un geste nerveux qui aurait été mignon si les circonstances n'avaient pas été si difficiles. Le tailleur qui la faisait se sentir invincible ce matin lui faisait désormais l'effet d'une armure 3 tailles trop petite. Autour de la table étaient assis les poids lourds de l'équipe de direction de Solent Trust. James Thornton, le PDG, qui semblait avoir pris 5 ans en 2 heures. Patricia Wells, la directrice financière,
qui griffonnait frénétiquement des calculs sur un bloc-notes. David Chong, le responsable des relations clients, qui consultait son téléphone comme s'il attendait un miracle. Et Martin Yoon, toujours agrippé à son ordinateur portable comme à une bouée de sauvetage, la cravate desserrée et son sang-froid habituellement parfait complètement anéanti. « Laissez-moi m'assurer que j'ai bien compris », disait Thornton, sa voix imprégnée du calme mortel qui précède les éruptions volcaniques. Notre plus gros client privé, représentant 15% de nos actifs sous gestion, vient de liquider l'intégralité de son portefeuille parce qu'un de nos vice-présidents seniors a décidé de l'humilier publiquement dans notre hall. Mera a ouvert la bouche pour se défendre, mais Thornton a levé une main qui aurait pu bloquer la circulation. Je n'ai pas fini. Ce client, que nous n'avons apparemment jamais pris la peine d'identifier correctement malgré la gestion de 8,5 milliards de dollars de son patrimoine, est entré dans notre banque pour demander à investir 170 $, sans doute pour tester notre service client. Nous l'avons traité de mendiant devant une salle remplie de témoins. Le silence était à couper au couteau. Dehors, la ville vibrait de son énergie habituelle de l'après-midi. Mais dans cette salle de réunion, on aurait dit que la fin du monde était évoquée à voix basse et professionnelle. C'est alors que la porte de la salle de conférence s'est ouverte et que j'y suis entré. J'avoue que j'aurais fait un peu plus attention à mon apparence cette fois-ci. Toujours pas de costume à 1000 $. Ça aurait été trop évident. Mais j'avais échangé le sweat à capuche contre une chemise à boutons assortie et jeté sur une veste de sport que j'ai achetée sur le rack chez Men's Warehouse il y a 3 ans. Le même jean, cependant. Certaines choses ne changent pas. La réaction a été immédiate et électrique. Le visage de Mera est devenu blanc comme de la neige fraîche, sa bouche s'ouvrira comme si elle venait de voir un fantôme traverser le mur. Thornton a commencé à se tenir debout, puis a semblé se rappeler qu'il ne savait pas qui j'étais censé être. Les autres ont juste regardé, essayant de déterminer si j'étais Reed Lawson, le travailleur de la construction ou K.R.M. le milliardaire parce que, apparemment, leur cerveau ne pouvait pas traiter l'idée que les deux pourraient être la même personne. Gentleman Mirror. J'ai hoché la tête poliment alors que je prenais la chaise vide à la tête de la table, celle généralement réservée à Thornton lors des réunions du conseil d'administration. Personne ne m'a arrêté dans des situations comme celle-ci. La confiance représente 90% du jeu. Et je joue à ce jeu en particulier depuis 5 ans. Martin s'éclaircit nerveusement la gorge. Monsieur Rill, Monsieur Lawson, je suis désolé. Je ne sais pas comment lire et bien, dis-je, en tirant un dossier de manille de ma veste et en le plaçant sur la table. Le dossier était suffisamment épais pour être impressionnant, mais pas si épais qu'il est intimidant. À l'intérieur se trouvaient les formulaires d'autorisation de transfert qu'Ida avait préparés, ainsi que quelques autres documents qui rendraient cette réunion très courte et très définitive. Je sais que tout cela est un peu déroutant, alors permettez-moi de clarifier les choses. J'ai ouvert le dossier et j'ai glissé une seule feuille de papier vers le centre de la table. Le chef de la lettre a lu les actions de Redbridge en police élégante simple et le document lui-même a été intitulé Autorisation de transfert clôture complète du portefeuille 8,5 milliards de dollars. Ce matin, je suis venu à votre banque en tant que travailleur de la construction de Reed Lawson dans l'espoir de faire un petit investissement dans une entreprise en laquelle je crois. J'ai été traité comme des ordures par quelqu'un qui aurait dû mieux savoir. J'ai regardé directement Mera qui semblait avoir du mal à respirer. Cet après-midi, je suis ici en tant que K.R.M., fondatrice de Redbridge Equity, pour vous informer officiellement que nous terminons notre relation commerciale. Thornton a trouvé sa voix en premier. Monsieur Lawson, Monsieur Rill, nous pouvons sûrement trouver quelque chose. Ce qui s'est passé ce matin était complètement inacceptable, et je vous assure que des mesures disciplinaires appropriées seront prises. Peut-être pourrions-nous discuter d'une forme de compensation pour les inconvénients. 15 millions de dollars, dis-je tranquillement. La pièce se tait à nouveau. Thornton cligna des yeux. Je suis désolé. 15 millions de dollars. C'est ce que l'âme et la confiance ont fait dans les frais de gestion pour mes comptes l'année dernière. Pas mal pour gérer l'argent d'un mendiant, ne diriez-vous pas? Mera a fait un son qui se trouvait entre un gémissement et un halètement. Elle regardait les documents sur la table comme s'ils avaient été écrits dans des hiéroglyphes anciennes. Son cerveau n'a apparemment pas pu traiter les chiffres qu'elle voyait. Le retrait est déjà en cours. J'ai continué, ma voix calme et en fait. À la fermeture des affaires aujourd'hui, chaque centime que Redbridge a investi via Solent Trust aura disparu. Vos divisions européennes ont déjà traité leur liquidation. Asie-Pacifique se termine maintenant.
Les portefeuilles intérieurs doivent être éliminés dans les 2 prochaines heures. Patricia Wells, le CFO, a finalement pris la parole. Monsieur Pourral, vous devez comprendre un retrait de cette ampleur aura de graves conséquences. Pas seulement pour l'âme et la confiance, mais pour le marché plus large. Lorsque Word sort que nous avons perdu un client de votre calibre, alors vous n'auriez pas dû m'insulter, dis-je simplement. Je me suis levé, laissant le dossier sur la table. Les documents sont tous là. Mon équipe juridique a déjà déposé les notifications nécessaires auprès des autorités réglementaires. Tout est complètement au-dessus du bord et par le livre. Je me promenais autour de la table jusqu'à l'endroit où Mera était assise, ses mains tremblant en regardant les documents de transfert. Elle me leva les yeux avec des yeux qui étaient des parties égales terroristes et incrédules. Il ne s'agit pas de vengeance, Mera, dis-je tranquillement, juste assez fort pour que la pièce entende. Il s'agit de respect, de quelque chose que vous n'apprenez jamais à donner. Je me suis redressé et j'ai regardé autour de la table aux dirigeants assemblés, ces maîtres de l'univers financier qui apprenaient que l'univers était plus grand qu'ils ne le pensaient. Messieurs, ça a été éducatif. Miroir, il a été éclaircissant. Je me dirigeai vers la porte, puis m'arrêtai avec ma main sur la poignée. Oh, et James. J'ai regardé le PDG, qui regardait toujours les documents comme s'ils pourraient disparaître s'ils se concentraient assez fort. Vous voudrez peut-être commencer à travailler sur votre communiqué de presse. Cette histoire va être partout dans les nouvelles financières d'ici demain matin. La porte s'est fermée derrière moi avec un clic doux, et je les ai laissés pour contempler l'épave de leur après-midi. 42 étages ci-dessous, la ville a poursuivi son rythme normal, ignorant complètement que l'une de ses banques d'investissement les plus respectées venait d'apprendre une leçon très coûteuse sur le service client. L'ascenseur roulant du 42e étage ressemblait à un tour de victoire à l'envers. Au lieu de célébrer, je regardais les chiffres baisser tout en sachant que derrière moi, 42 histoires, certains des esprits financiers les plus intelligents de la ville perdaient probablement leur collectif essayant de comprendre comment arrêter une avalanche financière qui était déjà à mi-chemin de la montagne. Mon téléphone a bourdonné alors que je frappe le hall. Texte d'Ida. Les transferts européens sont terminés. Asie-Pacifique se terminant avant la date prévue. Portefeuilles intérieurs se liquider maintenant. Vous êtes officiellement devenu le pire cauchemar de Solent Trust. J'ai souri en traversant les mêmes portes de verre que je suis entré ce matin. Le gardien de sécurité qui avait vu Mera m'humilier plus tôt m'a donné un signe de tête polie, complètement inconscient du fait que le gars en jean venait coûter plus d'argent à son employeur que la plupart des petits pays en un an. Incroyable à quel point vous pouvez être invisible lorsque les gens ne s'attendent pas à vous voir. Ma Honda était toujours stationnée à 3 pâtés de maison, juste où je l'avais laissée avec 2 minutes à jouer sur le compteur. Je l'ai nourrie d'un autre quart par habitude. Les anciens motifs meurent durement, même lorsque vous êtes assez riche pour acheter toute l'autorité de stationnement. Alors que je m'éloignais du centre-ville, mon téléphone a commencé à bourdonner comme un frelon en colère. Le premier appel provenait d'un numéro que je n'ai pas reconnu. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, puis un autre, puis 3 autres en succession rapide. Le mot se propageait déjà à travers la vigne financière plus rapidement que les ragots lors d'une réunion de lycée. Dans le monde de l'investissement, des nouvelles comme celle-ci se déplacent à une vitesse légère, en particulier lorsqu'elle implique des montants qui pourraient financer une petite guerre. Mais l'appel qui m'a fait m'arrêter est venu d'un numéro que j'ai définitivement reconnu. Miroir. J'ai regardé l'écran pendant un long moment, regardant son nom flash comme un signe de néon, la publicité de désespoir. Une partie de moi voulait répondre, entendre ce qu'elle avait à dire maintenant que les tables avaient été complètement retournées. L'autre partie de moi se souvenait de son rire faisant écho à ce hall de marbre. La façon dont elle avait annoncé ma pauvreté dans une pièce pleine d'étrangers comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais entendue. J'ai refusé d'appeler immédiatement. Mon téléphone a bourdonné un texte. Lisez, s'il vous plaît. Nous devons parler. C'est fou. Puis un autre. Vous ne pouvez pas être sérieux à ce sujet. 8 milliards de dollars sur un malentendu. Puis répondez à votre putain de téléphone. J'ai tourné le téléphone face vers le bas et j'ai continué à conduire. Derrière moi. Bien que je ne puisse pas le voir depuis ma Honda, Solent Trust est rutidé dans le type de chaos contrôlé qui se produit lorsque des gens très intelligents se rendent compte qu'ils deviennent des chômeurs. Martin Young courait probablement entre des départements comme un homme dont les cheveux étaient en feu, essayant de coordonner le contrôle des dégâts sur 3 continents et 5 fuseaux horaires. Le service juridique a sans aucun doute brouillé pour trouver des griffes, une technicité,
une échappatoire de la grêle Marie qui pourrait arrêter le saignement. Mais Ida Moreno était trop bonne dans son travail pour ce genre d'heure amateur, chaque document avait été déposé correctement. Chaque période de préavis observée, chaque exigence réglementaire satisfait à la dernière virgule. RedBridge Action n'a enfreint aucune règle. Nous prenions juste notre balle et rentrions à la maison, ce qui était parfaitement légal lorsque vous possédiez le ballon et le terrain sur lequel il a été joué. La beauté de ce qui se passait était sa simplicité. Pas de régime complexe, pas de délit d'initié, pas de violation réglementaire qui amènerait les enquêteurs fédéraux. Juste une décision commerciale simple prise par un client qui ne se sentait plus valorisé par son fournisseur de services. C'était le capitalisme sous sa forme la plus pure. Votez avec votre portefeuille. Et lorsque votre portefeuille contient 8,5 milliards, votre vote a beaucoup de poids. Mon téléphone a de nouveau bourdonné. Un autre texte de Mera. Tu m'as ruiné. Je me suis arrêté dans un parking de la station-service et je me suis assis là un instant. Le moteur en marche, le bourdonnement de la climatisation, regardant ces 4 mots sur mon écran. Tu m'as ruiné. Comme si ce qui s'était passé dans ce hall avait été une sorte de catastrophe naturelle, un acte aléatoire de Dieu qu'elle n'aurait pas pu empêcher. J'ai tapé, non, Mera, tu as fait ça quand tu as ri dans mon visage. Ensuite, j'ai bloqué son numéro. La vérité était que je n'avais pas ruiné Mera Glenmont. Mera Glenmont avait ruiné Mera Glenmont au moment où elle a décidé que la valeur d'une personne pouvait être mesurée par le solde dans son compte courant. Elle s'était ruinée lorsqu'elle a choisi la cruauté plutôt que la gentillesse. Quand elle a cueilli une humiliation publique pour une courtoisie simple. Quand elle a oublié que chaque personne qui traverse ses portes de verre mérite la dignité humaine fondamentale, peu importe combien d'argent il veut investir. Ce que j'avais fait, c'était simplement révéler les conséquences de ses choix. J'avais levé un miroir et je lui ai montré à quoi il ressemble lorsque l'univers décide d'équilibrer les échelles. Certaines personnes l'appellent le karma. Certains l'appellent justice. Je viens de l'appeler affaire. De retour à Solent Trust, les protocoles d'urgence battaient leur plein. James Tornant était probablement en conférence téléphonique avec le conseil d'administration essayant d'expliquer comment leur client le plus rentable avait disparu en un seul après-midi. Le département des relations publiques a probablement fabriqué des déclarations soigneusement rédigées sur les réalignements de portefeuilles stratégiques et les décisions commerciales mutuelles parce que personne ne voulait admettre que leur vice-président principal avait insulté un milliardaire et coûté à l'entreprise son plus grand compte. Les gestionnaires de fonds se sont précipités pour liquider des postes sans écraser les prix des actions qu'ils vendaient. Lorsque vous devez déverser plusieurs milliards de dollars d'actifs en quelques heures, vous ne pouvez pas être pointilleux sur le calendrier ou les conditions du marché. Vous vendez à tous les prix que vous pouvez obtenir et espérez que le saignement s'arrête avant de frapper une artère. Pendant ce temps, le service de conformité tirait probablement chaque email, chaque enregistrement de transaction, chaque élément de documentation lié au compte de RedBridge, à la recherche de tout signe qu'ils avaient manqué quelque chose d'important. Ils trouveraient beaucoup de drapeaux rouges avec le recul. Mystérieuses sociétés écrans, comptes offshore, structures d'investissement complexes qui auraient dû déclencher une diligence raisonnable supplémentaire. Mais le recul est toujours 2020 lorsque vous regardez un cratère financier où se trouvait votre plus grand client. L'ironie était qu'il gérait de l'argent de Carrel depuis des années. Les rendements étaient solides. Les frais étaient raisonnables. Le service était professionnel. Si Mera avait simplement traité Reed Lawson avec une courtoisie de base ce matin, si elle avait pris son investissement de $170 avec un sourire et un merci, rien de tout cela ne serait arrivé. RedBridge serait toujours le client des baleines de Solent Trust, générant des millions de frais annuels, et Mera serait toujours une étoile montante avec un bureau d'angle et un avenir radieux. Au lieu de cela, elle était probablement assise dans ce même bureau d'angle en ce moment, regardant son écran d'ordinateur et regardant sa carrière imploser en temps réel. Tout cela parce qu'elle a oublié la première règle de service client. Traitez chaque client comme s'il pourrait être le plus important parce que vous ne savez jamais quand ils le sont. 2 jours plus tard, j'étais assis sur le pont de ma maison du lac avec mon café du matin et une copie de la tribune financière répartie sur la table en bois altéré que mon grand-père avait construit avec ses propres mains en 1967. Le lac était lisse en verre à la lumière du matin, reflétant les pins à l'extraction du rivage comme un miroir qui n'avait jamais entendu parler de mauvaises nouvelles ou de désastres d'entreprise. Alun a appelé quelque part au loin, se demandant probablement pourquoi l'enfer que les humains ont rendu tout compliqué lorsque la vie pourrait être aussi simple que de pêcher pour le petit déjeuner et de faire des siestes au soleil. Le Lake House était mon refuge depuis 5 ans.
L'endroit où Reed Lawson pourrait exister sans se soucier de la prochaine acquisition du portefeuille de Caramil ou de Redbridge. C'était un endroit modeste par rapport aux normes milliardaires. 3 chambres, 2 salles de bain, une cuisine qui avait encore les appareils d'origine des années 80 et une terrasse qui avait connu de meilleures décennies. Mais c'était le mien, payé avec de l'argent honnête de l'héritage de mon grand-père. Et c'était le seul endroit sur Terre où je pouvais boire du café dans une tasse ébréchée et ne pas se soucier des cours des actions ou des rapports trimestriels. Le journal se sentait différent ce matin-là, plus lourd en quelque sorte, comme s'il portait plus de poids que d'habitude. Et là, à la page 3 de la section business, était le titre à laquelle je m'attendais. Solène Trust problème d'excuses publiques après l'incident du client. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, un vieux numéro Adirondack qui a grincé comme un navire dans une tempête, et j'ai lu l'article avec le type de satisfaction qui vient de regarder Karma enfin encaisser un chèque qui a été longtemps à venir. Solène Trust Investment Bank a présenté des excuses publiques officielles hier à la suite d'un incident qui a abouti au départ de l'un de leurs plus grands clients privés. Le PDG de la banque, James Thornton, a reconnu qu'un cadre supérieur avait traité un client potentiel de manière inappropriée lors d'une récente visite à son siège social du centre-ville. J'ai dû rire de ça. De manière inappropriée, les entreprises parlaient comme un complet, mais les journaux devaient garder les choses familiales. L'article s'est poursuivi avec le langage habituel de la passerelle sur les incidents regrettables et l'engagement envers l'excellence. Mais enterré au milieu, la ligne a rendu mon café encore meilleur. Nous nous excusons sincèrement auprès de Monsieur Reed Lawson pour un incident regrettable impliquant l'un de nos cadres supérieurs. Le respect et l'intégrité restent nos valeurs fondamentales. Et nous prenons des mesures immédiates pour nous assurer que tous les clients, quelle que soit la taille de leur investissement, reçoivent le traitement professionnel qu'ils méritent. Il était là en noir et blanc pour que chaque professionnel financier du pays puisse lire leur bagel du matin et leur latte trop cher. Solène Trust Investment Bank, la même institution qui m'avait appelé un mendiant il y a 2 jours, embrassait maintenant publiquement mon cul dans l'équivalent financier d'une annonce complète des excuses. Mais le vrai kicker est venu dans le dernier paragraphe, enterré où les lecteurs occasionnels pourraient le manquer, mais les initiés de l'industrie attraperaient chaque mot. La banque a également annoncé la démission de la vice-présidente principale Mera Glenmont, avec effet immédiat. Mademoiselle Glenmont était avec Solène Trust depuis 7 ans et était considérée comme une étoile montante dans la division des relations avec la clientèle de l'organisation. J'ai lu cette phrase 3 fois, savourant chaque mot comme un bon vin. Mera Glenmont, la femme qui m'avait épousé quand je n'étais personne et que je divorce quand je n'étais encore personne. La femme qui avait construit sa carrière sur l'escalade sur d'autres personnes pour atteindre l'échelle suivante de l'échelle de l'entreprise était désormais officiellement au chômage, non transférée, non rétrogradée, non donné un travail de bureau silencieux dans un back-office où elle pouvait sortir de la tempête. Résignée dans le monde de l'entreprise. Résigné signifiait généralement licencié, mais vous permettait de garder votre dignité en sortant de la porte. J'ai plié le journal et je suis entré à l'intérieur de mon bureau, une chambre convertie qui tenait mon ordinateur, quelques classeurs et la chaise de bureau la plus confortable au monde que j'avais achetée lors d'une vente aux enchères de faillite il y a 3 ans. Sur le mur au-dessus de mon bureau suspendu un simple cadre en bois contenant 2 photographies. Un de mon grand-père dans sa salopette de chemin de fer, souriant à la caméra avec de la saleté sous ses ongles et sa fierté dans ses yeux. L'autre de ma grand-mère dans son jardin portant un chapeau de soleil et tenant un panier de tomates qu'elle avait grandi à partir de graines. En dessous de ces photos, j'avais épinglé une citation que ma grand-mère disait, chaque fois que les voisins ont bavardé sur les gens qui étaient tombés dans des moments difficiles, laissez vos graines de plantes de silence. Quand elle fleurira, ils s'étoufferont sur leurs propres mauvaises herbes. J'ai défini l'écrasement du journal et je l'ai placé dans le cadre juste en dessous de la photo de grand-mère. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. La femme qui m'a appris la patience et la force tranquille aurait apprécié la symétrie de ce moment. Elle avait toujours cru que les gens qui traitaient mal d'autres finiraient par faire face aux conséquences pour leurs actions. Que l'univers avait un moyen de régler des comptes lorsque vous vous y attendez le moins. L'article du journal serait parfait là-bas. Un rappel que parfois la meilleure vengeance n'est pas bruyante ou flashy ou dramatique. Parfois, c'est simplement laisser les gens faire face aux conséquences naturelles de leur propre choix. Les laisser s'étouffer sur leurs propres mauvaises herbes pendant que vous tendance à votre propre jardin. Mon téléphone a bourdonné un texte d'Ida. Vu l'article de Tribune. Je suppose que vous vous sentez assez satisfait ce matin. J'ai frappé que la justice a un goût de bon café et de meilleurs titres de journaux. Quelle est la prochaine étape ? Entretien avec les médias. La victoire des tours autour de Wall Street.
J'ai regardé par la fenêtre du lac où une famille de canards pagayait en formation parfaite, complètement insouciante avec un drame humain ou une politique d'entreprise. Rien. Je vais pêcher. Et c'était la vérité. J'avais fait valoir mon point de vue. Solène Trust avait appris leur leçon. Et Mera faisait face aux conséquences de ses choix. L'argent était déjà mis à utiliser par le fonds à terme communautaire, soutenant le genre de personnes que Mera aurait appelées les mendiants, mais que je connaissais étaient des gens qui essayaient de construire quelque chose de mieux pour eux-mêmes et leur famille. La belle chose à propos de la véritable puissance est qu'une fois que vous l'avez utilisé, vous n'avez pas besoin de continuer à le fléchir. Le monde avait vu ce qui s'était passé lorsque quelqu'un manquait à Reed Lawson. Et cette leçon ondulerait dans la communauté financière pour les années à venir. Chaque banquier, chaque conseiller en investissement, chaque représentant du service client réfléchirait à 2 fois avant de rejeter quelqu'un en fonction de son apparence ou de la taille de son investissement initial. Je me suis versé une autre tasse de café et je suis retourné sur le pont. Le soleil montait plus haut maintenant, brûlait la brume du matin et révélait le lac dans toute sa gloire naturelle. Quelque part dans la ville, les gens lisaient l'humiliation publique de Sol Trust au cours de leurs réunions de petit déjeuner et de leur déjeuner de pouvoir. Partout, Mera regardait probablement son téléphone, se demandant comment sa vie était. Passer du bureau d'angle à la ligne de chômage en l'espace de 48 heures. Mais ici sur le lac, entouré de pins et de chants d'oiseaux du matin, rien de tout cela n'avait d'importance. Ici, je n'étais que Reed Lawson, petit-fils d'un trailroad, assis sur un pont que son grand-père avait construit, buvant du café dans une tasse ébréchée et regardant le monde être aussi paisible qu'il était censé l'être. L'écrêtage des journaux resterait dans ce cadre aussi longtemps que je vivrais dans cette maison, non pas comme un trophée ou un monument pour se venger, mais comme un simple rappel que traiter les gens avec respect ne coûte rien. Et les traiter gravement peut tout coûter. Tirer 8,5 milliards de dollars de Solène Trust n'était que la décision d'ouverture dans un jeu d'échecs que la plupart des gens ne savaient même pas qu'ils regardaient. La vraie satisfaction est venue 3 semaines plus tard lorsque je me suis assis dans ma Honda. Toujours la même voiture battue parce que certaines choses n'ont pas besoin de changer simplement parce que votre compte bancaire a plus de 0. En dehors des bureaux de Meridian Community Bank, une petite institution spécialisée dans les microlans et les projets de développement de quartier. Le contraste n'aurait pas pu être plus parfait. Là où Solène Trust étaient tous des lobbies en marbre et des tours en verre intimidantes conçues pour faire en sorte que les gens ordinaires se sentent petits, Meridian opérait à partir d'une maison victorienne convertie dans un quartier de la classe ouvrière où les enfants jouaient toujours au stickball dans les rues et les anciens se sont assis sur des plats sur le buzzball. Le genre d'endroit où un gars en jean et un sweat à capuche ne se démarquait pas comme un pouce endolori. J'avais fait mes devoirs sur la présidente de Meridian, Maria Santos, une ancienne travailleuse sociale qui en avait assez de voir de bonnes personnes se faire refuser des prêts simplement parce qu'ils n'avaient pas de score de crédit parfait ou de garantie de fonds fiduciaires. Elle avait commencé la banque avec l'idée radicale que le personnage comptait plus que des marges bénéficiaires trimestrielles. Que parfois les meilleurs investissements étaient ceux qui ont aidé les mères célibataires à démarrer des entreprises ou à aider les anciens combattants à ouvrir des ateliers de réparation automobile. La réunion a duré exactement 47 minutes. Je suis entré en tant que Reed Lawson, travailleur de la construction avec une idée folle et je suis sorti après avoir commis l'ensemble de 8,5 milliards de dollars à quelque chose que j'appelais le Future Community Future Fund. Pas un prêt, pas un investissement n'attendant que des rendements massifs, mais un portefeuille à but non lucratif conçu pour faire exactement ce que Solène Trust n'avait jamais pris la peine de considérer, d'aider réellement les gens. L'ironie était plus douce que la tarte aux pommes de ma grand-mère. Le même argent que Solène Trust avait utilisé pour générer des frais pour leur lobby en marbre et leurs primes exécutifs allait désormais financer des programmes de bourse pour les enfants dont les parents ont travaillé 2 emplois juste pour garder les lumières allumées. Le même capital qui avait payé pour les combinaisons de créateurs de Mira soutenait désormais des startups durables gérées par des personnes qui ont acheté dans des friperies et ont rendu des voitures plus âgées que certains de leurs employés. Mais voici la partie qui aurait fait exploser la tête de Mira si elle l'avait su. Je me suis assuré que exactement 170 $, le même montant dont elle avait ri, était automatiquement donné chaque mois à 500 comptes de bourse différents. Non pas parce que les destinataires avaient besoin exactement de ce montant, mais parce que je voulais prouver un point qui résonne dans le monde financier pour les années à venir. Chaque mois, quelque part en Amérique, un enfant a obtenu 170 $ pour les livres ou les fournitures scolaires ou les frais de demande de collège, financés par l'argent qui provient du compte bancaire d'un homme que leur bienfaiteur ne rencontrerait jamais. Chaque mois, 500 familles ont reçu un peu d'aide du gars qui avait été appelé mendiant pour avoir essayé d'investir exactement le même montant. La paperasseur du Community Future Fund a été élégante dans sa simplicité.
Pas de dérivés complexes, pas de sociétés d'éclat offshore, pas de régime d'évasion fiscale qui ont obligé des équipes d'avocats à expliquer. Juste des investissements simples dans des coopératives de logement, des programmes éducatifs et des petites entreprises qui essayaient de construire quelque chose de réel dans les communautés que les banques traditionnelles avaient radiées. Maria Santos a compris ce que Solène Trust n'avait jamais eu. Ce respect ne concerne pas la taille du portefeuille de quelqu'un. Il s'agit de reconnaître l'humanité chez chaque personne qui franchit votre porte. Quand je lui ai parlé de mon expérience à Solène Trust, elle a simplement secoué la tête et a dit, leur perte est le gain de notre communauté. Cette nuit-là, assis sur mon pont avec une bière et en regardant le coucher de soleil peindre le lac dans des tons d'or et de cramoisi, j'ai réalisé quelque chose d'important. Tirer mon argent de l'âme et de la confiance avait ressemblé à la justice, mais le mettre dans le fonds futur community futur était comme un but. L'une consistait à régler les scores. L'autre consistait à changer entièrement le jeu. La belle chose à propos de la vraie richesse n'est pas ce qu'elle peut vous acheter, c'est ce qu'elle peut construire pour d'autres personnes. Et alors que Mera a probablement mis à jour son profil LinkedIn et se demandant comment sa carrière avait implosé si spectaculairement, l'argent qu'elle a rejeté comme sans valeur changeait tranquillement des vies à travers le pays. Un don de $170 à la fois. Pendant des mois après que Solène Trust ait appris la leçon de service à la clientèle la plus chère de l'histoire bancaire, j'ai décidé de organiser un dîner. Ce n'est pas le genre d'affaire flashy que les milliardaires accueillent généralement pour montrer leur richesse, mais quelque chose de plus silencieux, plus significatif, le genre de rassemblement de mon grand-père aurait apprécié. La liste des invités a été soigneusement organisée. De vieux amis de mes jours de construction qui ne connaissaient toujours pas les jeunes entrepreneurs de K. Ramil dont les startups étaient financées par le Community Future Fund et une poignée d'anciens employés de Sol Trust qui avaient démissionné de dégoût après avoir appris comment leur banque avait traité un client cherchant à investir seulement $170. Mon lac Lake n'avait jamais hébergé rien de plus qu'un jeu de poker. Mais cette nuit-là, c'était exactement le bon endroit pour célébrer ce qui comptait vraiment. Nous avons grillé des hamburgers sur le même. Dès que j'avais lu sur la démission de Mira, partagé des histoires sur les secondes chances et les petits débuts, et avons parlé du genre d'investissement qui a réellement changé de vie au lieu de simplement rembourrer des rapports trimestriels. C'est à ce moment-là que Helena Glenmont s'est présentée. Je remplissais des boissons quand je l'ai repérée par la fenêtre de la cuisine, debout au bord de mon allée comme si elle n'était pas sûre d'avoir la bonne adresse. La sœur cadette de Mira avait toujours été la plus décente dans cette famille. L'enseignante qui a choisi d'aider les enfants à la poursuite des marges bénéficiaires, mais la voyant ici, non invitée et évidemment nerveuse, m'a dit tout ce que je devais savoir pour savoir pourquoi elle avait fait la route vers le lac. Reed, a-t-elle dit lorsque j'ai ouvert la porte d'entrée, je suis désolé d'interrompre, mais j'ai besoin de vous parler de Mera. J'ai fait un geste vers le chemin du jardin qui a éloigné de la maison, loin de mes invités et de leur rire. Elle a eu un temps difficile. J'imagine qu'elle est brisée. Reed, complètement brisée. Pas de travail, pas de perspective, personne dans l'industrie ne la touchera après ce qui s'est passé. Elle a été sur liste noire. Les yeux d'Helena étaient rouges comme si elle pleurait pendant le trajet. Elle ne savait pas qui tu étais. Elle n'avait aucune idée. J'ai arrêté de marcher et je l'ai regardée directement. Exactement. Que voulez-vous dire exactement? C'est tout ce que, Helena. Elle ne savait pas et elle ne se souciait pas de le découvrir. Elle a vu quelqu'un qui était différent de ses clients habituels et a décidé qu'il ne valait rien. Ce n'est pas l'ignorance, c'est le caractère. Helena a tiré une brochure froissée de son sac, la lissant avec des mains serrées. Qu'est-ce que c'est? J'ai souri, reconnaissant la brochure du Riverside Community Center, un programme que j'avais financé tranquillement dans le vieux quartier de Mira. La même zone où elle avait grandi avant de grimper son chemin jusqu'au sommet de l'échelle de l'entreprise. Les mêmes rues où elle avait appris à m'aider les gens qui lui rappelaient d'où elle venait. Dites-lui que l'homme qu'elle a humilié a construit cela. Dis-je en lui rendant la brochure. Et dites-lui que ce n'est pas nommé d'après moi. Il porte le nom des gens qu'elle a appelés mendiants. Ces jours-ci, je commence chaque matin de la même manière, en parcourant les jardins communautaires qui se trouvent sur Terre. Mon premier investissement est à récupérer à partir d'un lot abandonné à East Brooklyn. Ce n'est pas le genre d'endroit qui fait les gros titres ou les récompenses. Juste une plaque de verte calme où les tomates poussent en rangées soignées et des tournesols atteignent le ciel comme ils essayaient de toucher quelque chose de mieux que la jungle de béton qui les entoure. Le jardin ne sait pas que je suis un milliardaire. Les enfants jouant sur le swing ont mis leurs parents construits à partir de bois donné ne se soucient pas que je sois marié à une femme qui appelait des gens comme leur famille.
Les personnes âgées qui s'occupent de leur parcelle d'herbe voient un autre gars en jean qui se présente tôt et ne se soucie pas de faire de la saleté sous ses ongles. Il y a une petite plaque sur la porte. Rien d'extraordinaire, juste altéré en bronze avec des mots simples. Le respect est cultivé tranquillement. La plupart des gens le dépassent sans lire, mais c'est bien. Les meilleures leçons sont généralement celles que personne ne remarque jusqu'à ce qu'elles en aient besoin. Ce matin, comme chaque matin, je me suis arrêté au coin de Madame Rodriguez où elle cultive les meilleurs poivrons en 3 terriers. Elle a 86 ans, parle principalement espagnol et rend le café suffisamment fort pour réveiller les morts. Elle ne sait pas que l'homme qui a financé ce jardin est le même qui a fait tomber sous l'entrust avec un murmure. Le monde ne sait toujours pas que je suis Karel, et j'aime ça comme ça. Le pouvoir qui doit annoncer lui-même n'est pas vraiment le pouvoir. C'est juste du bruit. La vraie force se situe en silence. Prend racine dans de petits actes de gentillesse. Fleurit quand personne ne regarde. Parfois je pense à Mera. Je me demande si elle passe devant cet endroit et se souvient du quartier où elle a appris à avoir honte d'être pauvre. Je me demande si elle comprend encore que la plus grande vengeance ne détruit pas quelqu'un. Cela devient tout ce qu'ils n'ont jamais eu le courage d'être. Mais surtout, j'ai tendance à jardiner et à regarder les enfants jouer, sachant que le garçon qui ne pouvait pas se permettre d'emmener sa femme au restaurant de fantaisie est devenu l'homme qui a construit des terrains de jeu pour les enfants dont les parents travaillent 3 emplois juste pour garder la nourriture sur la table. La tempête que personne n'a prévue s'est avérée être la pluie calme qui fait que tout pousse. Et quelque part dans la ville, dans les salles de conférence et les banques où ils chuchotent encore la journée qu'un travailleur de la construction a fait confiance à quelqu'un, ils apprennent que les personnes les plus dangereuses ne sont pas celles qui crient le plus fort. Ce sont eux qui sourient poliment, ne disent rien et laissent leurs actions planter des graines qui fleurissent en conséquence. Je suis la tempête qui murmure. Et Mera, elle vit pour toujours avec le souvenir d'un instant, un rire, une insulte qui lui a coûté tout ce qu'elle pensait importante. Pendant que j'ai tendance au jardin et à changer le monde, une graine à la fois.